Mon grand-père m'a laissé toute sa fortune d'une valeur de 3 500 000 $, meilleure histoire Reddit. Je m'appelle Oliver. J'ai 27 ans. Et si vous m'aviez dit il y a 10 ans que j'hériterais un jour de toute la fortune de mon grand-père, d'une valeur stupéfiante de 3,5 millions de $, j'aurais ri d'incrédulité. À l'époque, je ne savais même pas si j'allais survivre à la semaine, et encore moins atteindre un point dans ma vie où je serais assis dans le bureau d'un avocat avec mes parents, dont je m'étais éloigné, me dévisageant comme des vautours tournant autour de leur proie. L'ironie du sort, c'est que ce sont les mêmes parents qui m'ont coupé les vivres à 18 ans, m'ont mis à la porte avec rien d'autre qu'un sac à dos, et m'ont dit que je n'étais plus leur responsabilité. Pourtant, les voilà qui réapparaissent soudainement à la lecture du testament comme si la dernière décennie n'avait jamais existé. En grandissant, ma famille était compliquée. Ma mère et mon père n'étaient en aucun cas pauvres. Nous vivions dans une jolie maison de banlieue. Mon père travaillait comme directeur régional pour une entreprise de logistique, et ma mère était une enseignante à temps partiel qui aimait se comporter comme si elle dirigeait tout le quartier. Mais ils avaient un défaut fatal, les apparences étaient tout. Ma sœur aînée, Claire, était l'enfant prodige. Élève brillante, pom-pom girl, celle qui ne leur causait jamais de problème. Elle ne pouvait rien faire de mal. Moi, en revanche, j'étais dépeint comme la déception. Je n'étais pas rebelle. Pas vraiment. Je ne correspondais tout simplement pas à leur moule. J'aimais plus l'art que le football, les livres plus que les voitures, et j'avais ce côté têtu qui faisait que je remettais en question les choses qu'ils s'attendaient à ce que j'accepte sans discuter. Pour eux, c'était impardonnable. Les fissures ont vraiment commencé à apparaître à l'adolescence. Chaque fois que l'argent était en jeu, il devenait une arme. Claire a eu une voiture neuve pour son 17e anniversaire, tandis qu'on me disait d'être reconnaissant pour les vêtements de seconde main. Ses frais de scolarité universitaire ont été entièrement couverts, tandis qu'on me disait que si je voulais y aller, je ferais mieux de me débrouiller seul. Et quand j'essayais de protester, en demandant pourquoi les choses n'étaient pas égales, j'avais droit à des sermons sur le fait de devenir un homme et de mériter ma place. Ma mère levait les yeux au ciel et disait des choses comme « Oliver, tu as toujours été trop sensible. Tu t'attends à ce que le monde te serve tout sur un plateau. » Mon père marmonnait que je n'y arriverais jamais sans eux. Je n'oublierai jamais un soir au dîner où mon père s'est penché sur la table, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Si tu es encore sous notre toit à 18 ans, tu es un échec. » J'ai ri à ce moment-là, car que pouvais-je faire d'autre? Mais à l'intérieur, j'étais anéanti. Quand mon 18e anniversaire est arrivé, ils ne se sont pas contentés de me mettre à la porte, ils l'ont mis en scène comme une performance. Ils m'ont fait asseoir, m'ont dit qu'ils me coupaient les vivres et ont déclaré « Il est temps pour toi d'apprendre la valeur du travail acharné. » Ils ne m'ont donné ni argent, ni soutien, pas même un filet de sécurité. J'ai quitté cette maison avec un sac à dos, 2 tenues de rechange et un emploi à temps partiel qui payait à peine assez pour les courses. Cette nuit-là, j'ai dormi sur la banquette arrière de ma voiture. Pendant ce temps, Claire postait des photos Instagram depuis sa sororité, souriant avec un MacBook tout neuf et une carte de crédit de papa. La seule personne qui ne m'a pas abandonné était mon grand-père. C'était le père de mon père, et il avait toujours été différent du reste de la famille. Là où mes parents voyaient de la faiblesse, ils voyaient du potentiel. Là où ils se moquaient de mon silence, ils disaient « OL, c'est parce que tu réfléchis avant de parler. » Ils se fichaient que je ne sois pas l'athlète ou l'enfant prodige. Ils me voyaient pour qui j'étais. Ils m'invitaient pour le week-end, me nourrissaient, me laissaient dormir sur son canapé quand les choses allaient mal. Je ne lui ai jamais raconté toute l'étendue de ce que mes parents avaient fait. Mais ils n'étaient pas stupides. Ils voyaient l'attention. Ils voyaient comment je tressaillais quand le nom de mon père était mentionné. Et au fil des ans, il est devenu plus un père pour moi que mon propre père ne l'a jamais été. Près d'une décennie plus tard, je m'étais construit une vie modeste. Ce n'était pas glamour. Je travaillais de longues heures, j'économisais où je pouvais et je gardais mes distances avec ma famille. Claire m'envoyait occasionnellement des textos suffisants sur ses vacances ou sa nouvelle maison, juste pour me rappeler que j'étais toujours en dessous d'elle. Mes parents, le silence, à moins, bien sûr, qu'il n'ait besoin de quelque chose. Alors, soudainement, je recevais un appel avec la voix mielleuse de ma mère. « Oliver, mon chéri, comment vas-tu » Je savais qu'il ne fallait pas tomber dans le panneau. Je gardais toujours mes réponses courtes. Je n'allais pas être leur plan de secours. Et puis est arrivé l'appel que j'avais à la fois redouté et attendu. Mon grand-père était décédé. Ça m'a anéanti.
Même s'il était malade depuis un moment, je m'étais convaincu qu'il s'en sortirait. Le perdre, c'était comme perdre la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Quand l'avocat a appelé et m'a dit que j'étais attendu à la lecture du testament, j'ai supposé que j'aurais peut-être une montre ou une lettre, quelque chose de sentimental. Je n'ai pas pensé une seule seconde que je serais celui qui hériterait de tout. Quand je suis entré dans ce bureau au mur lambrissé de chêne, je me suis figé. Assis là, habillé comme s'ils se rendaient à un gala, se trouvaient mes parents et Claire. Le sourire de ma mère était large. La main de mon père reposait avec suffisance sur son genou. Et Claire m'a toisé de haut en bas comme si elle mesurait ma valeur actuelle. J'ai voulu faire demi-tour et partir, mais je me suis forcé à m'asseoir. L'atmosphère était lourde de leur fausse gentillesse. Ma mère s'est penchée et a murmuré, « Ne t'inquiète pas, Oliver. Nous veillerons à ce que la succession soit gérée correctement. » Mon père a ajouté, « Oui, bien sûr. Nous la gérerons pour toi. » Ils comptaient déjà l'argent dans leur tête. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils pensaient que j'étais toujours cet enfant impuissant qu'ils avaient jeté à la rue. Mais alors l'avocat s'est raclé la gorge, a brassé les papiers et a prononcé les mots qui ont fait battre mon cœur à tout rompre, conformément aux dernières volontés de feu monsieur Harold Montgomery, l'intégralité de sa succession, évaluée à environ 3,5 millions de dollars, est par la présente léguée à son petit-fils, Oliver Montgomery. Je jure que le temps s'est arrêté. J'ai levé les yeux et, pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir le sourire en coin de mon grand-père dans mon esprit, comme s'il avait planifié ce moment depuis le début. Les sourires de mes parents se sont figés. La mâchoire de Claire est littéralement tombée. Et puis l'avocat a tourné la page et a dit, « Il y a des stipulations supplémentaires que vous voudrez entendre, et c'est là que les choses ont pris une tournure à laquelle aucun de nous n'était préparé. » Ma mère fut la première à se remettre du choc, bien que sa voix soit sortie trop aiguë, trop douce, comme si elle essayait de masquer sa panique. « Eh bien sûr, c'est logique, dit-elle en joignant légèrement les mains. Oliver a toujours été si proche de papa. Mais naturellement, Oliver aura besoin de nos conseils. Il est inexpérimenté en matière de finances. Nous interviendrons, n'est-ce pas, chérie ? Elle se tourna vers mon père, qui hocha la tête comme si tout était déjà décidé. Mon père se renversa dans son fauteuil, joignant ses doigts en clocher. Oui, Harold voulait bien faire, j'en suis sûr. Mais Oliver n'est pas équipé pour gérer une succession de cette taille. 3,5 millions de dollars, c'est beaucoup pour quelqu'un sans expérience. Cela pourrait le ruiner. Il est logique que nous gérions les fonds en son nom. La façon dont il a dit, le ruiner, m'a retourné l'estomac. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme un obstacle entre eux et une fortune. Claire eut un sourire narquois, ramenant une mèche de cheveux derrière son oreille comme si elle s'imaginait déjà faire du shopping avec l'argent. Honnêtement, Oliver, ne le prends pas mal, mais tu n'as jamais été, eh bien, tu sais, responsable. Tu te souviens quand tu as dépassé le plafond de cette petite carte de crédit en première année? Elle rit sous cape, comme si cette seule erreur me définissait pour toujours. Et papa a raison. Une rentrée d'argent soudaine pourrait vraiment te perturber. Laisse-nous t'aider. L'avocat s'éclaircit à nouveau la gorge, coupant court à leur petite comédie. Si je peux me permettre, monsieur Montgomery a spécifié très clairement que la succession appartient à Oliver seul. Pas de fiduciaire, pas de surveillance, un contrôle total. Ses yeux se tournèrent brièvement vers moi, comme pour dire, ton grand-père savait ce qu'ils essaieraient de faire. Cela n'a pas arrêté mes parents. Ma mère posa une main sur mon bras, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma manche. Oliver, mon cœur, tu sais que nous ne voulons que ton bien. Nous pouvons te guider à travers cela. T'assurer que tu ne fasses pas d'erreur. Vois ça comme un effort familial. Grand-père voudrait que nous en profitions tous. Ce mot, profiter, pesait lourdement dans la pièce. Profiter pour eux, pas pour moi. Je suis resté silencieux, essayant de garder un visage neutre. Mais à l'intérieur, je bouillais. Toutes ces années à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. À être mis de côté pour Claire, à dormir dans ma voiture pendant qu'il riait devant des photos de vacances, et maintenant il pensait pouvoir débarquer et contrôler la seule chose que mon grand-père m'avait laissée. Ce n'était même plus une question d'argent à ce moment-là. C'était leur arrogance, la supposition que je ne pouvais pas gérer ma propre vie sans leurs conseils. Claire croisa les jambes et se pencha en avant, sa voix douce mais dégoulinante de condescendance. « Écoute, Oliver, tu t'es bien débrouillé, je suppose.
Mais ça, c'est différent. Tu ne veux pas finir comme ces gagnants du loto qui sont ruinés en un an, n'est-ce pas? Je veux dire, réfléchis Y. Tu n'es même pas propriétaire. Tu loues toujours, non? Tu n'as aucune expérience en investissement. Et si tu dilapidais tout? Elle haussa légèrement les épaules. Il est juste logique que papa s'en occupe. Il a géré de l'argent toute sa carrière. Ce qu'elle ne disait pas, mais que j'entendais tout de même, c'est qu'elle pensait que je serais toujours l'échec, celui qui traînait derrière, celui qu'ils pouvaient garder sous leur coupe. L'avocat ne leva même pas les yeux de ses papiers cette fois. Encore une fois, les instructions de Monsieur Montgomery sont explicites. Personne d'autre qu'Oliver ne doit contrôler ou gérer la succession. La mâchoire de mon père se crispa, mais il força un sourire. Bien sûr, nous sommes juste inquiets, c'est tout. Tu comprends, fiston? Il a dit, fiston, comme si c'était un terme affectueux, mais cela sonnait creux. C'était le même homme qui m'avait dit que je n'y arriverais jamais sans lui, qui m'avait regardé faire mes valises le jour de mes 18 ans sans même m'offrir $20 pour manger. Maintenant, il voulait que je lui remette des millions par gratitude. Ma mère eut un petit rire, inclinant la tête. Oliver, tu sais, nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Peut-être que nous avons été durs avec toi, mais regarde comme tu es devenu fort. C'était notre façon de te préparer. Ne garde pas de rancune. Allons de l'avant en tant que famille. J'ai failli m'étouffer devant tant d'hypocrisie. Me préparer en me jetant dehors, en me laissant lutter pendant qu'il couvrait Claire de tout. Mon grand-père m'avait préparé, pas eux. Il m'avait appris la résilience, la patience et la valeur de la force tranquille. Pourtant, je n'ai rien dit. Je voulais entendre chaque mot manipulateur. Les laisser creuser leur propre tombe. L'avocat continua de lire les stipulations, mais j'enregistrais à peine les mots. Mes parents se chuchotaient, élaborant déjà leur stratégie. Claire tapotait sur son téléphone sous la table, probablement en train de texter à son petit ami à quel point elle allait devenir riche. J'étais assis, immobile, mais à l'intérieur, je sentais quelque chose changer. Toutes ces années à être méprisé, toutes ces nuits à me demander si je valais quelque chose. Soudain, j'avais le pouvoir, et il détestait ça. Quand l'avocat a enfin terminé, ma mère s'est levée rapidement, lissant sa jupe. Eh bien, merci, monsieur Thompson. Oliver, nous discuterons des détails à la maison. Tu viendras ce soir, n'est-ce pas? Elle le dit comme si c'était déjà arrangé, comme si j'allais automatiquement retomber dans leur orbite. Mon père ajouta, oui, nous allons commencer à élaborer un plan. Investissement, gestion immobilière, impôts. Ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de tout. Et Claire, avec ce même petit sourire suffisant, se pencha près de moi alors que nous sortions. Tu as de la chance, Oliver. Sans nous, tu te noierais dans tout ça. N'oublie pas qui sait vraiment ce qu'il fait. Je serrai la mâchoire, les poings serrés le long de mon corps. De la chance? Non, je n'avais pas de chance. J'avais été choisi. Mon grand-père avait vu clair en eux tous et avait décidé de tout mettre entre mes mains. Et même s'il voulait prétendre le contraire, il n'avait plus le contrôle. Mais je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Parce que je savais au fond de moi que ce n'était que le début. J'ai quitté le cabinet d'avocat cet après-midi-là la tête qui tournait, la copie du testament de mon grand-père serrée dans mes mains comme une bouée de sauvetage. Mes parents étaient sortis avec ce genre de sourire cassant qui viennent quand on avale une déception, mais je pouvais sentir leurs yeux brûler mon dos alors que je partais. Je les connaissais assez bien pour reconnaître que ce n'était pas la fin de leur manigance. C'était seulement le début. Et je ne me trompais pas. Ce soir-là, vers 21h, on a frappé à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, Claire était là, l'air de sortir d'un défilé de mode, son parfum emplissant l'air. Elle m'a adressé ce même petit sourire narquois et s'est glissée derrière moi sans demander la permission. Endroit mignon, dit-elle en balayant du regard le petit salon avec un haussement de sourcils exagéré. Mais soyons honnêtes, Oliver, ça ne va plus le faire. Il te faudra quelque chose de plus grandiose. Et tu sais qui peut t'aider avec ça? Moi. J'ai fermé lentement la porte, déjà épuisé. Que veux-tu, Claire? Elle s'est affalée sur mon canapé comme si elle en était la propriétaire, croisant une jambe sur l'autre. C'est simple. Je suis ici pour m'assurer que tu ne te ridiculises pas avec cet héritage. Tu as vécu modestement si longtemps que tu ne réalises même pas ce que tu as.
Pense Y, papa connaît les investissements. Maman connaît les gens. Et moi? Elle enroula une mèche de cheveux autour de son doigt. Je connais le style. Imagine nous trois en train de t'aider. Nous pourrions transformer la fortune de grand-père en quelque chose de plus grand, mais seulement si tu arrêtes d'être têtu. Ces mots m'ont piqué, non pas parce qu'ils contenaient une part de vérité, mais parce qu'ils reflétaient chaque insulte que mes parents m'avaient jamais lancée. Modeste, têtu, incompétent. Elle avait appris le scénario par cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, dis-je fermement. Grand-père me l'a laissé à moi. Pas à toi. Pas à eux. À moi. Son sourire vacilla légèrement, mais elle le dissimula avec un rire. Oh, Oliver, tu penses vraiment ça? Tu penses que grand-père ne s'attendait pas à ce que tu t'appuies sur la famille? Tu n'aurais même pas rencontré cet avocat si maman ne t'avait pas dit l'heure. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas là pour aider. Elle était là pour me tester, pour voir si j'allais céder. Mais la véritable trahison est survenue une semaine plus tard. J'ai reçu un appel de l'avocat. Son ton était sec. Oliver, je dois vous demander, avez-vous autorisé des changements sur le compte de la succession? Mon estomac s'est noué. Non. Quoi? Il y a eu des tentatives d'accès au fonds. Quelqu'un s'est présenté à la banque comme votre représentant. Heureusement, la banque a signalé l'incident à cause des stipulations du testament, mais ils étaient très insistants, affirmant que vous aviez donné votre autorisation verbale. J'ai su immédiatement de qui il s'agissait. Mes parents. Cette nuit-là, je suis passé en voiture devant leur maison. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. 2 voitures dans l'allée, la lumière du Porsche brillant chaleureusement, l'image du confort de banlieue. Je suis resté assis là dans le noir, les mains crispées sur le volant, regardant la maison dont j'avais été exilé. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de tristesse ou de nostalgie. Je me sentais froid, calculateur, car ce n'était plus de la simple manipulation. C'était du vol. Ils étaient prêts à enfreindre la loi, à falsifier, à mentir, juste pour me dépouiller de ce que mon grand-père m'avait confié. Et puis, comme si l'univers voulait remuer le couteau dans la plaie, Claire m'a envoyé un texto plus tard cette nuit-là. Ne sois pas naïf, Oliver. L'argent appartient aux gens qui savent comment l'utiliser. Sois malin ou tu perdras tout. J'ai fixé le message pendant un long moment, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué en moi. La trahison n'était pas seulement leur tentative de me voler. C'était la prise de conscience qu'ils ne me verraient jamais comme autre chose que le maillon faible, le jetable. Ils m'avaient coupé les vivres à 18 ans, avaient ri pendant que je tirais le diable par la queue, et maintenant que j'avais enfin quelque chose à moi, ils voulaient me le prendre aussi. J'ai posé mon téléphone et je suis resté assis dans le noir, pensant à mon grand-père. Je me suis souvenu de sa voix, stable et ferme, de la façon dont il me regardait et disait, « Oliver, ne laisse personne te dire ce que tu vaux. C'est toi qui le décides. » Pendant des années, je ne l'avais pas cru. Mais maintenant, avec mes parents tournant comme des requins, j'ai enfin compris. Cette nuit-là marqua un tournant. Je n'allais plus les laisser me manipuler. Et je n'allais pas seulement protéger ce qui était à moi. J'allais leur faire regretter de m'avoir un jour sous-estimé. Mais je n'avais aucune idée jusqu'où ils iraient ensuite, ni à quel point le combat allait devenir laid. Les jours qui ont suivi l'incident à la banque ont été parmi les plus sombres que j'ai vécus depuis la nuit où j'ai été mis à la porte à 18 ans. Au début, j'ai pensé que je pourrais simplement ignorer les manigances de mes parents, les couper complètement de ma vie et continuer. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils avaient cette façon de s'infiltrer dans chaque fissure, de s'imposer là où ils n'avaient pas leur place jusqu'à ce que vous vous sentiez étouffé. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Un matin, en descendant à ma voiture, j'ai trouvé une profonde rayure gravée sur le côté. Ce n'était pas un hasard. C'était délibéré, irrégulier, comme si quelqu'un avait pris une clé et l'avait traînée du pare-choc avant au feu arrière. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un email de mon propriétaire disant qu'il avait reçu plusieurs plaintes anonymes concernant le bruit provenant de mon appartement. Je vivais seul. Je n'écoutais presque jamais de musique et je travaillais tard la plupart des soirs. Il était évident que quelqu'un essayait de me créer des ennuis. Et puis sont venues les rumeurs. Mes parents vivaient toujours dans la même ville où j'avais grandi, et ils avaient leur petit cercle d'amis, le club de golf, la paroisse, les voisins qui se nourrissaient de commérages. Soudain, ces gens me regardaient différemment lorsque je faisais des courses en ville.
La caissière de l'épicerie, qui souriait autrefois, haussait maintenant les sourcils lorsque je payais en espèces. La femme de la station-service a marmonné, ça doit être bien de vivre de l'argent d'un vieil homme. Je savais d'où ça venait. Mes parents avaient commencé à me dépeindre comme le petit-fils avide et indigne qui avait débarqué pour voler la fortune familiale. Le pire n'était même pas la calomnie. C'était le silence. Les quelques amis que j'avais en ville ont cessé d'appeler. Ils avaient aussi entendu les rumeurs, et peut-être qu'une partie d'entre eux y croyait. J'avais travaillé si dur pour me forger une réputation de personne fiable, de quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, et maintenant mes parents détruisaient tout cela. J'ai touché le fond un soir, assis seul à ma table de cuisine, fixant la pile de factures devant moi. Pas parce que je ne pouvais pas les payer. J'avais accès à des fonds maintenant, mais parce que j'étais terrifié. Terrifié que si j'utilisais l'argent de mon grand-père trop ouvertement, cela alimenterait le récit que mes parents tissaient. Terrifié que chaque mouvement que je ferais serait transformé en preuve que je n'étais pas capable de gérer ce qu'on m'avait donné. C'est là que les vieux doutes sont revenus. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je n'étais pas assez fort. Peut-être que je me noierais dans cet héritage comme ils l'avaient prédit. Pendant des heures, je suis resté là, rejouant chaque insulte, chaque rejet, chaque souvenir où l'on me disait que je ne valais rien. C'était comme si j'avais de nouveau 18 ans, dormant sur la banquette arrière de ma voiture, me demandant si j'allais même survivre à la semaine suivante. Mais ensuite, j'ai ouvert le tiroir de la table et à l'intérieur se trouvait quelque chose que j'avais presque oublié. Une enveloppe que mon grand-père m'avait donnée pour mon 21e anniversaire. Je l'avais gardée toutes ces années sans jamais vraiment la regarder à nouveau. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de sa main ferme et légèrement tremblante. Oliver, si tu lis ceci, j'espère que tu as appris maintenant que le monde ne te donne rien, il essaie de prendre. Ne les laisse pas faire. Tu es plus fort que tu ne le penses, et un jour, tu devras le prouver. Quand ce moment viendra, ne recule pas, tiens-toi droit. Ils ne peuvent te prendre que ce que tu leur donnes. Je l'ai lu encore et encore, jusqu'à ce que les mots se gravent en moi. Mon grand-père avait su. Il avait vu clair en mes parents bien avant moi, et il m'avait fait confiance pour m'élever au-dessus de ça. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'étais toujours au plus bas, seul, abattu, dépassé. Mais j'ai commencé à planifier, discrètement, prudemment. J'ai commencé à tout documenter. J'ai gardé des copies du rapport de la banque sur la tentative d'accès au compte. J'ai sauvegardé les textos de Claire. J'ai noté chaque rumeur que j'entendais en ville et d'où elle venait. Au travail, j'ai commencé à rester tard, utilisant les ordinateurs publics de l'entreprise pour faire des recherches sur le droit des successions, les fonds fiduciaires et la gestion immobilière. S'ils voulaient me traiter comme si j'étais incapable, j'allais m'assurer de devenir la personne la plus capable de la pièce. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Je souriais quand les gens ricanaient, restais calme quand mes parents lançaient leurs petites piques, et agissais comme si je reculais. Pendant tout ce temps, je construisais quelque chose tranquillement sous la surface. C'était solitaire, douloureux. Chaque jour ressemblait à une marche sur une corde raide au-dessus d'un gouffre sans fin. Mais il y avait une étrange puissance dans le silence. Pour la première fois, je ne réagissais pas. Je me préparais. Et j'avais le sentiment distinct et inébranlable que mon grand-père aurait été fier. Je ne savais ni quand ni comment. Mais je me suis juré que le jour viendrait où l'équilibre basculerait, où je cesserais d'être la cible pour devenir celui qui tenait les ficelles. Je ne réalisais juste pas à quelle vitesse cette opportunité se présenterait, ni avec quelle brutalité mes parents essaieraient de me forcer la main. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais une fois qu'il a commencé, il a semblé inarrêtable, comme une marée qui tourne enfin en ma faveur après des années à être entraînée vers le fond. J'ai gardé la tête baissée, j'ai travaillé de longues heures et je me suis plongé dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur la gestion responsable de la richesse. Ce n'était pas pour l'argent lui-même. Pas vraiment. C'était pour me prouver que je n'étais pas l'enfant impuissant que mes parents avaient toujours prétendu que j'étais. Le premier véritable tournant est venu lorsque j'ai engagé un conseiller financier. Pas quelqu'un de tape à accent graveleuil ou de connecté au monde de mes parents, mais un homme discret et méticuleux nommé Richard, qui m'avait été recommandé par un collègue. Il n'a pas été impressionné par la taille de la succession. Et il ne m'a pas traité comme un enfant. Il s'est assis en face de moi avec un bloc-notes jaune, a posé des questions précises et a écouté mes réponses sans jugement. À la fin de notre première rencontre, il m'a présenté un plan simple, investissement diversifié, impôts couverts, sécurité à long terme intégrée.
Vous êtes plus que capable, m'a-t-il dit en me serrant la main. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous le confirme. Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas seulement m'accrocher au cadeau de mon grand-père par peur. Je construisais dessus. J'ai utilisé une partie de la succession pour acheter une modeste maison dans un quartier plus calme de la ville. Rien d'ostentatoire, rien que mes parents ne puissent mépriser comme de l'esbrouf, mais c'était à moi. En parcourant ces pièces vides la première nuit, je me suis tenu au milieu du salon et j'ai juste laissé le silence m'envahir. Personne ne pouvait me mettre à la porte ici. Personne ne pouvait me dire que je n'avais pas ma place. Les clés dans ma poche étaient la preuve que j'avais enfin créé quelque chose de réel. Au travail aussi, les choses ont commencé à changer. J'avais été juste un autre nom sur la liste de paix. Mais maintenant, avec le poids de la lettre de mon grand-père à l'esprit, j'ai commencé à pousser plus fort. Je me suis porté volontaire pour des projets, je suis resté tard, j'ai livré plus que ce que les gens attendaient. Lentement, les gens ont commencé à le remarquer. Une promotion est arrivée. Petite mais significative. Mon patron m'a dit, vous avez l'étoffe d'un leader, Oliver. Vous avez juste besoin d'y croire vous-même. Je n'ai rien ébruité de tout cela. Je savais qu'il ne fallait pas que mes parents aient vent de la tournure positive des événements. Mais inévitablement, l'information a filtré. Les commérages de petites villes ont une façon de revenir aux oreilles. Et bientôt, j'ai commencé à entendre des murmures qui ne faisaient que m'alimenter davantage. Il a acheté une maison. Il a un nouveau titre de poste. Peut-être Carole savait ce qu'il faisait après tout. Les rumeurs que mes parents avaient répandues commençaient à se fissurer, remplacées par autre chose. Du respect, même s'il était réticent. Et ce respect terrifiait mes parents plus que tout. Un soir, Claire s'est présentée à ma nouvelle maison sans y être invitée. Je ne l'ai pas laissé dépasser le porche. Elle se tenait là en talons, les bras croisés, son expression prise entre l'incrédulité et l'irritation. « Jolie maison », dit-elle d'un ton sec. « Tu l'as décorée toi-même ? Ou tu as enfin trouvé quelqu'un pour te tenir la main ? » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis juste appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit « Je vais bien, Claire. » Mieux que bien. Ses yeux se sont plissés. « Ne prends pas la grosse tête, Oliver. Tu penses qu'une maison et une promotion signifient que tu as gagné ? Papa cherche déjà des moyens de... » Elle s'est arrêtée, se mordant la lèvre. Mais j'ai saisi. Papa cherche déjà des moyens de quoi ? Reprendre le contrôle ? Me saper ? Peu importe. J'ai su alors qu'il n'avait pas abandonné. Et c'est là que j'ai réalisé que mon ascension n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de positionnement. Chaque pas en avant était un levier. Chaque succès était une arme qu'il ne pouvait pas me prendre. J'ai commencé à m'aligner avec des gens hors de portée de ma famille. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une organisation caritative locale au nom de mon grand-père, honorant le travail qu'il avait discrètement accompli pendant des années. J'ai travaillé avec des gens qui respectaient mon grand-père, qui se souvenaient de son intégrité et de sa générosité. À chaque poignée de main et à chaque connexion, je tissais un filet de soutien autour de moi, un filet que mes parents ne pouvaient pas briser avec de simples commérages. À l'intérieur, j'étais toujours prudent, portant encore les cicatrices de ces premières années. Mais pour la première fois, je sentais une confiance tranquille s'installer. Mes parents s'attendaient à ce que je trébuche, à ce que je me noie dans les responsabilités. Au lieu de cela, j'apprenais à nager dans des eaux plus profondes qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Pourtant, je gardais mes préparatifs secrets. Je savais que la tempête n'était pas terminée. Au contraire, elle se préparait. Et quand elle éclaterait, je voulais être prêt, car je la sentais venir. Mes parents n'étaient pas du genre à accepter la défaite en silence. Ils avaient essayé la manipulation. Ils avaient essayé le vol. Ils avaient essayé la calomnie. Rien n'avait fonctionné. Le prochain coup, je le savais, serait plus grand, plus désespéré. Et quand il viendrait, je devais être en position non seulement de me défendre, mais de contre-attaquer. La mise en place s'est faite presque par accident. Bien qu'avec le recul, c'était comme si la main de mon grand-père me guidait même des années après sa mort. J'assistais à de plus en plus de réunions de ce conseil d'administration caritatif, celle que j'avais rejointe en son honneur. Et c'est lors d'un de ces rassemblements que j'ai rencontré un homme nommé Daniel Grant. Il avait la cinquantaine bien entamée,
un avocat à la retraite avec des yeux perçants et le genre de présence calme qui vous donnait envie de vous pencher quand il parlait. Il avait connu mon grand-père personnellement. Apparemment, ils jouaient aux échecs ensemble tous les jeudis soirs pendant près d'une décennie. Quand il a découvert qui j'étais, son expression s'est adoucie. Harold était un homme rare, dit-il en me serrant fermement la main. J'espère que vous savez à quel point il était fier de vous. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui semblait différent, presque conspirateur. Autour d'un café plus tard cette semaine-là, il s'est penché sur la table et a baissé la voix. Vous devriez être prudent. Votre grand-père, il avait anticipé qu'il pourrait y avoir des problèmes après son décès. Il a mis en place certaines protections. Je me suis figé. Des protections? Quel genre de protection? Daniel sourit faiblement. C'est quelque chose dont nous pouvons parler plus formellement. Mais disons simplement qu'Harold n'était pas aveugle à la nature de vos parents. Il s'est assuré que la succession serait protégée d'une manière à laquelle il ne s'attendrait pas. S'il dépasse les bornes, ce ne sera pas seulement moralement répréhensible, ce sera juridiquement désastreux pour eux. Pour la première fois, j'ai réalisé que je ne jouais pas seulement en défense. J'avais des munitions. Au cours des semaines suivantes, Daniel m'a aidé à comprendre exactement ce que mon grand-père avait fait. La succession n'était pas seulement une somme d'argent brut. Elle était structurée avec soin. Il y avait des actes de propriété, des parts dans un petit portefeuille immobilier, et même une fiducie spécifiquement destinée à des projets philanthropiques en mon nom. Plus important encore, il y avait des clauses, des stipulations en béton qui déshériteraient explicitement mes parents s'ils tentaient d'interférer ou de se présenter comme représentants. Mon grand-père avait tout écrit, signé et notarié, comme s'il savait qu'ils essaieraient de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Alors que Daniel exposait tout cela, pièce par pièce, j'ai senti quelque chose changer en moi. Toutes ces années, j'avais pensé que j'étais seul, impuissant, luttant pour survivre. Il s'est avéré que mon grand-père avait planifié ce moment précis. Il avait vu la tempête se préparer et il m'avait laissé non seulement les ressources pour y résister, mais aussi le levier pour riposter. Pendant ce temps, mes parents devenaient plus audacieux. J'ai commencé à recevoir des lettres par la poste, des enveloppes à l'aspect formel avec leur nom tapé soigneusement en bas. Des propositions sur la façon dont je devrais allouer l'héritage. L'une suggérait d'engager Claire comme agent de liaison familiale. Une autre recommandait de vendre les propriétés de la succession pour éviter les tracas de gestion et, bien sûr, de verser les recettes sur des comptes familiaux de confiance. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, mais j'ai conservé chaque lettre soigneusement classée dans un dossier que Daniel m'avait conseillé de tenir. Les traces écrites sont puissantes, m'a-t-il dit. Chaque mot qu'ils mettent par écrit est une corde de plus qu'il se passe autour du cou. En même temps, je gravissais les échelons de mon côté. Mon travail m'a de nouveau reconnu, cette fois avec une promotion significative qui s'accompagnait de plus d'autorité et d'un siège à la table lors des réunions stratégiques. Soudain, les gens qui m'avaient autrefois ignoré me demandaient mon avis, hochaient la tête quand je parlais. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de respect. Un vrai respect, gagné par la persévérance et la compétence. Et avec le respect sont venus les alliés. Plus les gens me voyaient prendre mon envol, plus ils repoussaient discrètement les rumeurs que mes parents avaient semées. Lors d'événements communautaires, j'entendais des commentaires comme « Oliver s'en est vraiment bien sorti » et « On voit bien qu'Harold l'a bien élevé ». Chaque petite remarque ébranlait la fausse image que mes parents avaient tenté de construire. Le mieux dans tout ça, c'est qu'ils ne savaient rien. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils complotaient en coulisses, je rassemblais des alliés, des documents et une influence discrète. Ils pensaient que j'étais toujours ce garçon qu'ils avaient jeté dehors avec rien d'autre qu'un sac à dos. Ils pensaient que je finirais par céder, leur passer les rênes et les en remercier. Mais je n'étais plus ce garçon. J'étais un homme avec du pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'ont pas vu venir. Et puis est arrivé le moment qui a tout lié. Un soir, Daniel m'a tendu un petit carnet relié en cuir, usé sur les bords. Votre grand-père m'a demandé de garder ça jusqu'à ce que je sente que vous étiez prêt, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des pages de l'écriture de mon grand-père, des notes, des réflexions, et à la fin, un plan détaillé sur la façon de contrer chaque mouvement qu'il prédisait que mes parents pourraient faire. Il ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il m'avait laissé un manuel de stratégie. En fermant le carnet, mes mains tremblantes, j'ai réalisé quelque chose avec une certitude profonde. Le temps de la simple survie était révolu. Je n'allais pas seulement défendre ce qui était à moi. J'allais préparer le terrain pour que,
lorsque mes parents feraient inévitablement leur prochain coup, je sois prêt à l'écraser complètement. Ils voulaient jouer avec moi. Ils n'avaient aucune idée que je détenais déjà la main gagnante. Le point de rupture est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Mes parents tournaient en rond depuis des mois, envoyant des lettres, lançant des insinuations par le biais des voisins, et faisant des remarques pas si subtiles chaque fois que nous nous croisions en ville. Mais quand ils ont finalement agi, ils ont vu grand. Trop grand. Un matin d'automne frais, j'ai reçu un appel de Daniel. Sa voix était calme, mais il y avait une netteté que je n'avais pas entendue auparavant. Oliver, vos parents ont déposé une requête auprès du tribunal ce matin. Ils prétendent que vous êtes inapte à gérer la succession et demandent la tutelle des actifs. La tutelle ? Ils essayaient vraiment de me faire déclarer incompétent à 27 ans. Après tout ce que j'avais construit pour moi-même, j'ai presque ri quand il me l'a dit. L'absurdité de la situation était presque écrasante. Mais ensuite, la piqûre s'est fait sentir, car ce n'était pas juste une autre tentative de me manipuler en coulisses. C'était public. C'était eux, traînant mon nom dans la boue, essayant de me marquer comme incapable devant toute la communauté. Et ce fut leur erreur. Daniel et moi nous préparions depuis des mois, collectant discrètement chaque bribe de preuve de leur ingérence, la tentative d'accès à la banque, les lettres manipulatrices, les rumeurs qu'ils avaient propagées, les stipulations du testament que mon grand-père avait établi avec une précision chirurgicale. Pièce par pièce, nous avions construit un dossier en béton, si solide qu'il en était presque lumineux. Le jour de l'audience est arrivé un mardi matin gris. Je suis entré dans cette salle d'audience dans un costume simple, sans entourage, sans théâtralité. Mes parents étaient déjà assis, encadrant Claire comme des soldats loyaux. Ils avaient l'air suffisants, confiants, comme si l'issue était déjà scellée. Ma mère a même eu le culot de me sourire, son expression mielleuse, douce, comme si elle me pardonnait de forcer ce spectacle. Mais lorsque le juge a appelé l'affaire et que l'avocat de mes parents a commencé sa déclaration liminaire, la faille est apparue immédiatement. Il m'a dépeint comme irresponsable, émotionnellement instable, quelqu'un enclin à l'imprudence financière. Il a cité mon manque d'expérience et mon milieu modeste. Claire hochait la tête de manière dramatique à chaque point, jouant son rôle à la perfection. Et puis ce fut notre tour. Daniel s'est levé lentement, sa présence imposante sans avoir besoin d'élever la voix. Votre honneur, ce que nous avons ici n'est pas une question de compétence, mais de cupidité. Il a commencé à présenter les documents les uns après les autres. La tentative de fraude à la banque, les lettres proposant que je cède le contrôle, les messages textes dégoulinants de condescendance, les stipulations du testament qui déshéritaient explicitement mes parents s'ils tentaient même d'interférer. La salle d'audience est devenue de plus en plus silencieuse à chaque pièce à conviction. Mes parents se sont agités sur leur banc, leur suffisance s'effritant. La mâchoire de Claire s'est crispée, ses bras se sont croisés sur sa poitrine. Et puis est venu le coup de grâce. Daniel a brandi le carnet en cuir que mon grand-père m'avait laissé. Monsieur Montgomery avait anticipé cette situation précise. De sa propre main, il a décrit ses inquiétudes quant à l'historique de manipulation de son fils et de sa belle-fille. Il a écrit, et je cite, « S'il tente de prendre ce qui ne leur appartient pas, ce sera la preuve suffisante de pourquoi j'ai choisi Oliver. » Les mots ont résonné dans la salle d'audience comme un coup de marteau. J'ai vu le visage de ma mère pâlir, les poings de mon père se serrer, les yeux de Claire se river au sol. Quand le juge a finalement parlé, son ton était net et final. La requête est rejetée. La succession restera sous le contrôle exclusif d'Oliver Montgomery. De plus, ce tribunal met en garde les requérants contre toute nouvelle tentative de saper les volontés explicites du défunt. Cette affaire est close. Tout était fini en moins d'une heure, mais les retombées ont été instantanées. La tentative de mes parents de prendre le contrôle avait non seulement échoué, mais elle les avait publiquement exposés pour ce qu'ils étaient vraiment, manipulateurs, avides, désespérés. Alors que nous quittions la salle d'audience, ma mère a tenté une dernière fois. Elle a tendu la main, sa voix tremblant d'une fausse chaleur. « Oliver, mon cœur, nous avons seulement fait ça pour toi. Tu ne comprends pas la pression que c'est. Laisse-nous. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé, d'une manière calme que je n'avais jamais eue de toute ma vie. « Non, dis-je simplement. Vous l'avez fait pour vous-même. Grand-père le savait. Et maintenant, tout le monde le sait aussi. » Sa main s'est figée en l'air avant de retomber le long de son corps. Mon père a marmonné quelque chose à voix basse, mais il ne pouvait même pas croiser mon regard. Claire est partie en trombe,
ses talons claquant comme des coups de feu contre le sol en marbre. Je suis sorti de ce palais de justice avec le poids des années levées de mes épaules. Non seulement j'avais défendu la confiance de mon grand-père, mais je l'avais fait avec un calme qu'il n'avait jamais attendu de moi. Il m'avait sous-estimé à chaque étape, et à la fin, leur propre arrogance les avait perdus. Mais ce n'était que le début de leur déchéance. Car si le tribunal avait réglé la bataille juridique, les véritables conséquences sociales, personnelles, irréversibles attendaient encore, juste au coin de la rue. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été comme regarder des dominos tomber, l'un après l'autre, au ralenti. Mes parents étaient entrés dans cette salle d'audience en croyant qu'ils allaient gagner, en croyant qu'ils pouvaient plier le monde à leur volonté comme ils m'avaient plié quand j'étais jeune. Mais la décision du juge avait fait plus que rejeter leur requête. Elle avait dépouillé l'illusion qu'ils avaient construite pendant des décennies. Et une fois le masque tombé, toute la ville a commencé à les voir différemment. Ça a commencé doucement. Le cercle d'amis de ma mère au club de golf, celle avec qui elle avait passé des années à commérer, a commencé à prendre ses distances. Là où elle était autrefois le centre de l'attention, la conversation s'arrêtait maintenant quand elle entrait dans la pièce. Une femme m'a même dit discrètement, « Nous n'avions aucune idée à quel point il vous traitait mal, Oliver. » Je suis désolé. Ma mère a essayé de garder les apparences, mais les sourires glacials et les chuchotements me disaient que sa réputation s'effondrait. Mon père ne s'en est pas mieux sorti. Son entreprise avait entendu parler de l'audience. Les petites villes ont une façon de faire circuler les histoires dans tous les recoins. Et soudain, son expertise financière n'était plus un tel atout. Les clients sont devenus méfiants. Des réunions ont été annulées. Et finalement, la rumeur s'est répandue qu'on lui avait demandé de prendre une retraite anticipée. Pour un homme dont l'identité était entièrement liée à sa carrière, l'humiliation était dévastatrice. Et Claire, oh, Claire, sa chute a été la plus brutale de toutes. Elle avait bâti son statut social sur le fait d'être l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal, celle qui se moquait de moi tout en étant couverte de cadeaux. Mais après l'audience, les gens la voyaient différemment. Au fait, elle n'était plus le centre de l'attention, juste la fille qui avait essayé de voler son propre frère et avait échoué. Son petit ami l'a quittée peu de temps après, et j'ai entendu dire par des rumeurs qu'elle avait réemménagé chez mes parents. Les trois sous le même toit à nouveau, se nourrissant de l'amertume des uns et des autres comme un poison lent. Pendant ce temps, ma propre vie s'est épanouie d'une manière que je n'aurais pas imaginée. La succession n'était pas seulement de l'argent, c'était une opportunité. J'ai investi en moi-même, dans des projets dont mon grand-père aurait été fier. Le conseil d'administration caritatif est devenu quelque chose de plus grand, et je me suis retrouvé à assumer des rôles de leadership où ma voix comptait. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas l'étranger. Je n'étais pas la déception. J'étais quelqu'un que les gens respectaient. Mais le moment le plus puissant est arrivé un soir, alors que je passais en voiture devant la maison de mes parents. La même maison d'où j'avais été jeté à 18 ans avec rien d'autre qu'un sac à dos. La lumière du porche était allumée, mais la pelouse n'était pas entretenue. Les volets avaient besoin d'un coup de peinture. La maison avait l'air fatiguée, usée, presque comme les gens à l'intérieur. Je me suis garé de l'autre côté de la rue pendant un moment, observant. Les souvenirs m'ont envahi. La nuit de mon exil, les années de moquerie, les comparaisons sans fin avec Claire. Pendant si longtemps, cet endroit avait représenté mon échec, ma honte. Mais maintenant, en le regardant, je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Il ne m'avait pas détruit. Il m'avait forgé. Chaque insulte, chaque rejet, chaque mot cruel avait construit la détermination que je portais maintenant. Et puis j'ai réalisé que la vengeance était complète. Non pas parce que je les avais humiliés au tribunal, non pas parce qu'ils avaient perdu leur statut, mais parce que je n'avais plus besoin de leur approbation. Leur pouvoir sur moi avait entièrement disparu. J'ai baissé ma vitre, laissant entrer l'air frais de la nuit, et je me suis murmuré des mots que je n'avais jamais osé dire auparavant. Grand-père avait raison. C'est moi qui décide ce que je vaux. Sur ce, j'ai passé une vitesse et je suis parti, laissant la maison et tout ce qu'elle représentait derrière moi. Ils avaient essayé de me rayer de leur vie. Au final, c'est moi qui les avais rayés de la mienne.